Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, alors nous sommes toujours au mois d'avril et on parle encore de psychologie et on a la chance de recevoir Julie et Amandine. Julie, tu veux te présenter ? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis équithérapeute, hypnothérapeute, praticienne en thérapie brève de manière générale, je pratique le Reiki, la communication animale, et je suis formatrice. Voilà, globalement. Bah, c'est un beau programme et tu vas surtout nous parler aujourd'hui de l'équithérapie. Oui, voilà. oui, tout à fait. Donc je fais de l'équithérapie, j'accompagne donc c'est de la thérapie assistée par le cheval et donc j'accompagne principalement des enfants et des personnes en situation de handicap, principalement l'autisme, le TDAH, le TOP. Voilà. Mais ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Hein, oui. J'accompagne aussi des adultes, des ados, difficiles ou pas. Voilà. Trop hâte que tu nous expliques un peu plus. Qu'est-ce que l'équithérapie ? Amandine, tu veux te présenter ? Alors moi je suis orthophoniste, principalement, de formation. Et puis j'accompagne des artistes, donc des écrivains dans l'écriture, dans la réalisation aussi d'expositions, donc tous les textes qui vont accompagner les œuvres. On peut parler de disposition aussi, de projection d'espace, d'ambiance. J'accompagne aussi notamment, là c'est une réalisatrice de documentaire. On fait un travail d'analyse, donc de psychanalyse. Et en même temps, elle rêve sa pratique en séance. Et lorsqu'elle va tourner ses documentaires, elle met en pratique les rêveries. Voilà. Donc tu l'accompagnes toi, tu es l'analyste. Ouais. Voilà. Sauf que, en fait, c'est elle. Hein. Moi, je propose le cadre. Voilà. Ça s'est fait, ça s'est inventé. Donc c'est pour ça que c'est, en fait, le cabinet, c'est vraiment un laboratoire où, en fonction de la demande, on va inventer un dispositif. Et ça, c'est ce que tu fais aussi dans ton travail d'orthophonie ? Alors, du coup, en orthophonie, c'est complètement adapté à la demande. Et une demande qui souvent s'ignore. C'est-à-dire qu'évidemment, pour les enfants, par exemple, quand ils arrivent en séance, ils savent généralement pas pourquoi ils viennent, quel que soit l'âge. Ou alors, il y a un postulat qui est l'échec scolaire, des difficultés à se concentrer. On me connaît dans le quartier, donc on m'envoie aussi des enfants qui ont des problématiques. Et en fait, les premières séances, voire presque la première année de prise en charge, c'est une année pendant laquelle l'enfant va prendre conscience, et moi avec, de sa vraie demande. Voilà. C'est-à-dire qu'il sait pas ce qu'il vient chercher. Moi non plus, je sais pas ce qu'il vient chercher. Mais je lui en veux pas pour ça. C'est-à-dire je supporte de pas savoir, ce qui est déjà difficile. Et lui, il va supporter de pas savoir non plus, et pourtant de venir. Il supporte un paradoxe, on va dire. Et puis à un moment donné, il y a des changements qui se font. Et on peut en déduire la demande, en fait, la thématique de demande. Encore une fois, a posteriori, c'est-à-dire dans l'après-coup. Voilà. C'est-à-dire que c'est les premiers changements qui nous indiquent quelles sont les prémices de la demande. Souvent, les premiers changements, c'est au niveau du comportement. Alors, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, en orthophonie, on s'attendrait pas à ce qu'il y ait des changements de comportement. Parce que si on vient voir une orthophoniste, c'est pour mieux parler, ou mieux lire, ou mieux écrire. Et en fait, évidemment, pour mieux lire et mieux parler, mieux écrire, il faut mieux penser. Et pour penser, il faut avoir la place de penser. Il faut être moins électrifié par toutes des problématiques personnelles. Et donc, parfois, l'orthophoniste est amené à proposer ou à laisser faire l'enfant dans des régressions. Par exemple, de la pâte à modeler, par exemple, des jeux qu'on pourrait dire un peu pour les bébés. Hein, d'ailleurs, ils sont souvent gênés, les patients. Tu crois que je peux faire, à 15 ans, tu crois que je peux faire de la pâte à modeler ? Oui. Pourquoi pas ? Ça, c'est paradoxal. Hein. Je veux dire, dans la société, on ne propose pas ça. Hein. Je veux dire, dans la vie ordinaire. Voilà. Et moi, j'ai l'exemple d'enfants qui vont faire un seul jeu pendant 1 an. Ils choisissent un seul jeu.
Moi, ça peut être la roue de la fortune, enfin des trucs, ou la bonne paye, ou et puis, coup de fil du parent au bout d'1 an, donc je me dis: «Bon, bah, c'est bon». Je la mère va me faire des remarques ou quoi, et la mère me félicite parce que l'enfant a 15 de moyenne, voilà. Donc après, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe en séance? Et donc, pour savoir ce qui se passe en séance, c'est à l'orthophoniste de prendre des notes après, et donc de questionner sa pratique. Voilà. C'est l'écrit qui reste, qui va tracer un chemin de pensée, hein, et qui va permettre de voir qu'on est parti d'un point et qu'on va quelque part. Voilà. Si on n'écrit pas, si on revient pas sur ce qui s'est passé, c'est comme si c'était rien passé. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette, en fait, ce que tu nous racontes sur, enfin, moi, je découvre aussi l'orthophonie, avec toi, en fait, de la façon dont tu en parles, et je trouve que ça peut être utile, en fait, à plein de parents ou même à des adultes, en fait, Bah, c'est-à-dire que tu pars de l'idée du trouble, c'est-à-dire que le patient vient parce qu'il a un trouble, hein. Alors, par exemple, il a eu un AVC et il a un trouble du langage qu'on va appeler aphasie. Par exemple, il a un manque du mot, c'est-à-dire il trouve pas ses mots, ou il se trompe de mots. Au lieu de dire, «J'ai mal aux pieds», il va dire, «J'ai mal», je sais pas, «J'ai mal, au ré», ou «J'ai mal», quelque chose qui veut rien dire, ou autre chose, «J'ai mal à l'oreille», non, c'est pas ça, ou alors «J'ai mal» et puis il sait plus dire le mot. Donc, tu as un patient qui arrive, qui a un trouble, et si toi tu restes au niveau organique, c'est-à-dire si tu considères qu'il a eu juste un AVC, qui a, eu des répercussions au niveau cérébral, et qui du coup a touché l'aire motrice du langage, et qui du coup fait que ce monsieur ou cette dame ne peut plus parler comme avant. Si tu restes à ce niveau-là, alors tu es à un niveau technique. Voilà. Et donc si tu as un niveau technique, tu vas proposer une rééducation. Voilà. La rééducation, c'est, bah, tu ouvres un bouquin, pour les AVC, puis tu fais répéter des mots, tu trouves des jeux, dans lesquels il faut que le patient, en lui donnant une amorce de mot, il trouve la fin du mot, ou alors une amorce d'expression, il trouve la fin de l'expression. Mieux vaut un tien que de tu l'auras. voilà, genre de choses. Bon, là, tu es au niveau technique. Alors moi, je vous attends à ce niveau-là. Et là, je vais avoir plein d'orthophonistes qui vont me dire, «J'en peux plus de l'orthophonie». Burn-out, changement de métier, ça marche pas, je m'ennuie. Moi, j'ai plein d'orthophonistes qui se plaignent comme ça. Et c'est pour ça que j'ai lancé des groupes de travail pour mettre au travail les orthophonistes, sortir du burn-out, sortir de l'ennui et essayer de considérer le trouble comme un symptôme. Ah, ce qui est choquant puisque a priori, de toute façon, c'est organique. Il y a eu AVC, donc il y a un problème cérébral, donc c'est organique. Oui, mais si tu le considères un peu comme un symptôme, ça veut dire que c'est un trouble qui parle, qui veut dire quelque chose dans l'histoire du sujet. Sans savoir forcément ce que ça veut dire, mais si tu poses cette hypothèse-là, tout d'un coup, tu ouvres. Tu déplaces le champ des possibles. Eh ben, en tout cas, tu l'ouvres. Ça veut dire que c'est un trouble qui parle, qui a du sens. Et donc, avec ton patient, tu vas pouvoir partir à la recherche de ce sens. Et alors, ce qui veut dire que quel que soit le chemin qu'il va prendre, c'est un chemin qui va le mener dans cette recherche-là. Par exemple, un monsieur, moi j'ai reçu un monsieur qui avait une suspicion d'Alzheimer, ce qu'on appelle un MCI, donc c'est on va dire un stade débutant, et dans 15% des malchances, ça se transforme en Alzheimer. Et puis on parle, et puis en fait, il finit par me dire que il est juif de mère, et donc pendant la guerre, il a été placé dans des familles, et que sa vie en fait est un gruyère. Alors tout d'un coup, moi j'entends gruyère, j'entends des trous dans sa vie. Je lui demande un peu qui il a autour de lui comme famille. Ben en fait, il a personne. Au fur et à mesure, on part dans l'idée de faire un arbre généalogique. Et ben, il se prête au jeu, il part à la recherche de ses ancêtres, il trouve des ancêtres qui lui donnent des photos de la famille. Il trouve une espèce de cousine qui est dans un château, qui est très très dépressive et en même temps marrante. Et bon, à lui de voir si il va les adopter ou pas.
Là, c'est la question de l'adulte qui va adopter sa famille d'origine ou pas. Voilà. Et au fur et à mesure qu'il fait toute cette recherche-là, il finit par s'intéresser à une langue. Il se met à apprendre une langue alors qu'il a 80 ans. Ah. Il finit par s'inscrire sur Nextdoor parce qu'il s'ennuie trop l'été. Et du coup, il lance un groupe de marche dans notre quartier. Là-dessus, il y a 400 personnes qui s'inscrivent. Là-dessus, premier groupe qu'il forme, il y a une dame qui arrive et ils tombent amoureux. Et ils sont toujours ensemble maintenant alors qu'il a 85 ans passés. J'ai envie de pleurer, elle est magnifique ton histoire. Et en fait, il a plus de problème de mémoire et il se met à chanter dans des chœurs et il me rappelle de temps en temps et il me dit j'ai besoin d'une piqûre de rappel, j'ai besoin de faire quelques séances. On repart dans sa problématique, qui est évidemment toujours la même. Il me réexpose la situation, on rebalaye et il s'en va. Entre-temps, il m'a demandé si je voulais être sa personne de confiance. On a étudié les lois. J'ai vu à quoi ça m'engageait, j'ai signé son contrat, donc tous les 2-3 ans, il vient me faire signer son contrat pour être sa personne de confiance, pour qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique le jour où il va mourir, parce que il y a cette question de la mort, de pouvoir avoir le droit de mourir dignement, qui s'est posée depuis le début, et en fait, c'était ça. C'était la question de la mort. C'est-à-dire, je vois comment je vis, mais je sais pas à l'avance comment je vais mourir. Est-ce que toi, orthophoniste, dans cette problématique de moi qui disparaît, de ma mémoire qui disparaît, donc de mon identité, est-ce que toi, orthophoniste, tu peux essayer de m'aider à poser du sens là-dessus? Voilà. Et en posant du sens là-dessus, en suivant ce chemin, il a pu arrêter l'orthophonie et commencer à vivre à 80 ans. Voilà. Un exemple. C'est un bel exemple. Voilà. Oui, c'est un super exemple. Qu'est-ce que l'orthophonie? Mais parce que tu pars du principe que tu arrêtes avec cette question du trouble. Tu es au niveau du symptôme. Et là, ça devient passionnant. Ah ouais, c'est passionnant. Ça te parle, de toi, par rapport à l'équithérapie, aux gens que tu rencontres, aux enfants? Tu dois rencontrer aussi. Oui, ça me parle. Ce qui m'a pas mal parlé de ce que tu viens de dire, c'est l'idée qu'en fait, la séance, elle se crée avec la personne et qu'en fait, on peut pas faire ce truc de j'ai envie de préparer mes séances pour que ce soit parfait et que ça rentre bien dans les cases en lien avec ce que la personne, ce dont elle a besoin. Alors qu'en fait, c'est la personne qui crée sa séance et qui nous apporte sur un plateau d'argent, souvent. Parce que c'est une sorte de gruyère. Enfin, voilà, tout de suite, tac, tac, ok, je vais lui proposer un arbre généalogique, puis on va aller combler ces trous du gruyère. Enfin, voilà, c'est très pertinent et voilà, ça me parle énormément, cette idée d'être créatif et adaptable à la personne qu'on reçoit, quoi. Souvent, toi, est-ce qu'on vient avec une question et un trouble défini te voir, ou alors est-ce que pareil, on te dit il est un peu en difficulté, mais on te dit pas trop, et en fait c'est au fur et à mesure tu creuses, ou c'est quand même assez ciblé généralement? Ça dépend vraiment, parce que j'ai une pratique en cabinet, donc un peu plus dite classique, et une partie en équithérapie. En équithérapie, on m'appelle quand même principalement pour des troubles définis. Enfin voilà, il y a un trouble de l'attention, il y a un trouble du spectre autistique, il y a un trouble oppositionnel, ok. Toutes les autres formes de thérapie, en tout cas, l'enfant rejette parce que c'est trop et il y a de l'accumulation. On a envie d'essayer autre chose. Donc là, on est vraiment sur des choses un petit peu plus précises. On va travailler le comportement, le langage, la motricité, enfin voilà, plein de choses en lien avec les problématiques. Et souvent, on vient te voir quand on a tout essayé, c'est ce que tu nous disais. Ouais. Souvent, je suis un peu la dernière roue du carrosse. Ou la dernière chance. Ou la dernière chance, je ne sais pas. Bon, après, c'est pas non plus magique, hein, il y a rien de magique là-dedans, mais c'est vrai que souvent, je reçois des enfants et des familles, parce que c'est pas que l'enfant, c'est tout son système que je reçois. Voilà, des enfants qui ont vu des orthophonistes, qui ont vu des psychomotriciennes, qui ont vu des psys, qui ont vu des neuropsys, qui ont vu des médecins, enfin voilà, qui ont vu pendant longtemps, pendant des années, plusieurs fois par semaine, les mêmes personnes et qui à un moment donné disent stop parce que c'est éprouvant, c'est fatigant. À côté de ça, il y a l'école, il y a d'autres prises en charge. Enfin voilà, et au moment ils disent stop à ça, on veut autre chose, et donc souvent on se dirige vers moi, vers le cheval en tout cas. Moi, c'est autre chose, mais en tout cas c'est d'abord le cheval. Et tu peux nous expliquer un peu ce que c'est en fait l'équithérapie, comment ça fonctionne? J'ai tendance à l'expliquer un peu de la même manière à tout le monde quand je me présente, même à mes clients. Il y a vraiment cette idée que je fais la même chose qu'en cabinet. Et en cabinet, tu fais quoi? Je fais de l'hypnose, je fais de la thérapie brève, j'accompagne énormément d'enfants à travers le jeu de sable, la pâte à modeler et plein d'autres choses. J'adore créer des contes thérapeutiques, travailler la métaphore, enfin voilà. Thérapie classique de cabinet comme on peut l'imaginer, que je transpose avec le cheval. En fait, je fais pareil. Je prends mon cabinet et je l'emmène avec les chevaux et j'intègre le cheval dedans.
Voilà, globalement, je fais exactement la même chose. J'intègre. Le cheval est un objet projectif comme les cartes, le jeu, les films ou toute autre chose. Et donc, Sauf que c'est un objet vivant. Sauf que là, il est vivant. Donc, Et c'est quoi un objet projectif en thérapie? Un objet projectif, c'est l'idée qu'on va se servir d'un objet qu'on va créer ou qui existe déjà pour projeter ce qui se joue à l'intérieur de nous à l'extérieur. Et quand on voit le problème à l'extérieur, déjà, c'est plus facile de baisser la charge émotionnelle parce qu'il fait plus partie de nous, il est à l'extérieur. Et de pouvoir tourner autour, de changer de perspective, de pouvoir le modifier, ajouter des choses, enlever des choses. Donc ça permet vraiment de conscientiser ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et donc, en équithérapie, on vient projeter ce qui se joue pour nous sur le cheval. Et par exemple, comment tu sais déjà quand t'es un enfant et que t'es autiste, comment tu sais ce qui se joue en toi et ce que tu vas mettre dans le cheval? Exemple, j'ai une jeune fille que je suis depuis une bonne année maintenant, qui est diagnostiquée TSA, qui est verbale, qui a des problématiques un petit peu sociales, qui a du mal à se faire des amis. Et en fait, les premières fois que je la rencontre, elle ne regarde que le cheval, elle ne parle qu'au cheval. Moi, je n'existe pas dans la relation. Enfin, vraiment, moi, je me dis, bon, bah, c'est très bien, c'est que ça doit se jouer comme ça. Et en fait, quand je la questionne sur ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, est-ce que il y a une difficulté avec moi? Est-ce que je te corresponds pas et c'est ok, on fait autrement? Elle me dit non, en fait, moi, j'aime pas les humains parce qu'en fait, les humains, ça ment et ça juge. Ok. Mais en fait, si elle avait pas eu le cheval, je pense qu'elle aurait jamais pu me verbaliser ce truc-là. Parce que le cheval ne ment pas, ne juge pas, donc en fait, je suis collée à lui, je peux lui raconter tous mes trucs, je peux le caresser, je peux faire toute autre chose, quoi. Donc c'est vraiment cette idée il est porteur, il est accompagnateur, c'est un objet projectif, il est soutenant, il sent, enfin il a de l'odorat, il peut y avoir du goût, il peut y avoir du visuel, de l'auditif, enfin ça met en mouvement, en jeu tout ce qui se joue sur la peau et ce qui se joue à l'intérieur de nous. Il y a vraiment ce mécanisme-là qui se met en place dans les séances. Je sais pas si c'est très clair, mais si, bien sûr. Et puis il est neutre aussi. Complètement. C'est-à-dire qu'après il peut pas aller voir les parents, répéter des choses, émettre un jugement. Ouais, c'est ça aussi, c'est que du coup le rapport de confiance il est hyper sain et direct. Exactement. Et puis c'est vraiment la grande différence, c'est qu'en cabinet on est souvent face à face, ce qui peut être quand même très désagréable. Enfin en tout cas pour des personnes soit qui n'ont pas l'habitude d'être en analyse ou des personnes TSA par exemple qui ont des problématiques dans les relations. Là on est ensemble, côte à côte, et on regarde vers quelque chose. Il y a vraiment cette dualité en fait entre le thérapeute et la personne qui pratique, qui fait de l'équithérapie. Voilà, qui regardent ensemble vers le cheval, qui peut être un objectif, qui peut être une problématique, qui peut être une émotion. Et on demande souvent pourquoi pas le chien? J'allais poser la question. Le poisson, le raton laveur ou je ne sais quoi. Donc la grande différence, en tout cas avec la médiation animale qui peut y avoir aussi beaucoup aujourd'hui, le cheval n'est pas un prédateur, donc c'est une proie. Donc, déjà, il n'y a pas le même rapport. Les chevaux, c'est des animaux qui sont quand même très sensibles, qui ont tendance à fuir, et quand ils se sentent en insécurité, s'en vont. Le chien, s'il se sent en insécurité, la plupart des chiens, normalement, attaquent. Donc déjà, il y a cette grande différence-là. Le cheval, on peut pas l'amadouer. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un chien, vous avez un bout de saucisson dans la main, vous dites, oh, ton petit chouchou, viens là, il va remuer la queue, il va venir, il va vous prendre votre bout de saucisson, et puis il va plus vous lâcher de la soirée. On voit tout ça si on a chez des amis, quoi. Le cheval, vous pouvez lui donner 1 kilo de carottes. S'il a pas envie d'être avec vous, il sera pas avec vous. Donc il y a vraiment ce truc où on ne peut pas acheter la relation. Il y a vraiment ce truc-là qui se joue avec le cheval. Comme la petite a dit, il est honnête et il ment pas. Exactement. Et puis ils ont vraiment ils ont un système limbique, donc c'est le siège des émotions qui est très très développé par rapport à nous et qui prend de la place. Et en fait tout l'environnement et tout ce qui se joue pour eux passe par ce système-là. Donc ils ne sont qu'émotions et donc ils reçoivent aussi nos émotions. C'est pour ça on dit souvent cheval miroir. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, mais cheval miroir de nos émotions, bah oui, parce qu'en fait il a besoin d'aller connecter quelle émotion a l'humain à côté de lui pour savoir ce qu'il doit faire. Est-ce que je dois m'en méfier? Si l'humain a peur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que moi aussi je dois avoir peur? Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il va venir être un peu une catharsis d'émotions de l'humain, quoi. Ce truc-là. Et justement, est-ce que des fois, sur des gens qui ont des gros problèmes, est-ce que du coup, le cheval, s'il absorbe tous les problèmes de ces personnes-là, est-ce que du coup, ça crée pas un trop plein d'émotions chez le cheval aussi? Parce que du coup, est-ce que le cheval est peut-être suivi derrière, a besoin, de dégager toutes ces émotions, tu vois?
Alors, ce qui est hyper intéressant, j'avais un peu ce questionnement-là quand je me suis formée en disant, oh là là, mais c'est de la maltraitance, mon Dieu, mais quel enfer. En fait, le cheval, c'est un mec qui est vraiment dans l'instant présent, quoi. Et qui n'est pas dans La ouais, rumination. la rumination. Enfin voilà, il est maintenant, hop, il s'est passé ça, ok, bah, passe à autre chose. Vous avez peut-être déjà vu un cheval qui a peur, qui peut se cabrer, etc. Mais dans la seconde, il se met à brouter. Ça y est, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc vraiment, il absorbe, et en fait tout de suite, il vient exprimer dans son corps l'émotion qu'il a ressentie. Et c'est comme ça qu'il décharge. Et ce qui nous permet, nous, ensuite, thérapeutes, de dire, ok, là, le cheval, moi, je connais les chevaux avec lesquels je travaille. Là, le cheval, il a une réaction qui est pas habituelle. En tout cas, dans ce comportement, il n'y a rien eu dans l'environnement qui fait qu'il a cette réaction-là. Donc, forcément, ça vient de mon client. Ah, c'est génial. En fait, c'est en voyant le C'est cheval ça. faire C'est ça. que tu sais ce qui se passe à l'intérieur de ton Que je client. sais. En tout cas, Enfin, que en tout cas, je peux peux... questionner. Je peux questionner ce qui se joue, quoi. Ok. Là, le cheval, on est en train de parler de votre mère. Par exemple, voilà. C'est toujours les mères, mais on est en train de parler de votre mère. Vous êtes en train de me raconter un épisode de votre vie. Hop, je vois le cheval, je sais pas moi, qui se met à trotter, à galoper. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Et puis, qu'est-ce que ça vous fait de voir le cheval trotter ou galoper quand vous êtes en train de me parler de votre mère? En fait, c'est vraiment ce questionnement-là, circulaire, qui va être très, très intéressant. Ou un cheval qui veut pas du tout venir près de la personne toute la séance pendant 1 heure. Moi, je travaille beaucoup en liberté, donc le cheval est vraiment libre d'être qui il est. Quand il vient pas pendant 1 heure, des fois, je me dis, oh là là, les pauvres, ils viennent voir des chevaux aussi. Enfin, au-delà de me voir, moi et l'équitation, ils veulent avoir du lien avec le cheval. Bah, en fait, c'est parlant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quoi? Oui, bah, je sais pas, dans ma vie, en fait, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, je m'embrouille avec tout le monde. Ok, bah, en fait, le cheval représente ce qui se joue pour vous dans votre vie, quoi. Là, à ce moment. Enfin, c'est hyper intéressant. J'adore, je pourrais en parler aussi pendant des heures. Mais vous êtes là pour ça, nous on adore vous écouter en tout Ah cas. ouais, nous, on est à fond. C'est marrant parce que ça fait écho avec comme vous êtes la dernière émission de la psychologie, ça fait écho avec plein de choses qu'on a eues dans les autres émissions, le rapport au corps, là pour le coup de voir le cheval qui se transforme par rapport à ce que la personne ne peut pas ressentir mais le voir, enfin. Moi, ça me fait penser à quelque chose dans ce que tu as dit, parce que je pensais à la question du transfert. Si on voit le cheval se mettre à galoper et que ton patient, enfin ton client, dit que effectivement, ou bien il se sent illégitime dans la relation à l'autre, ou pas reconnu, ou alors c'est comme s'il projetait sur le cheval, il s'identifie au cheval par exemple, ou alors il projette sur le cheval tous les humains qui le rejettent. Hein. Et je me disais que le cheval joue un rôle de tiers. Ah bah oui, hein, puisque ouais. tu disais il y a la relation double, mais en fait vous êtes 3. Ah ouais, c'est vraiment triangulaire, quoi. Ouais, J'aime bien appeler ça une relation triangulaire d'aide. C'est vraiment parce que c'est à nous 3 cœurs, à nos 3 âmes, à nos 3 énergies, hein, que tout se joue, et la relation que moi j'entretiens avec les chevaux aussi joue énormément dans mes séances, parce que c'est des chevaux que je travaille beaucoup à pied, et donc je peux leur demander des choses à distance, et donc quand je vois que c'est pertinent, qu'il faudrait qu'il se passe exactement ce truc-là à ce moment-là avec mon client pour que ça qu'il se débloque des choses, bah des fois je peux demander au cheval de OK, maintenant il faudrait que tu y ailles, quoi. Il faudrait que tu ailles lui mettre, je sais pas, un coup sur l'épaule, il faudrait qu'il se joue quelque chose. Des fois j'ai même pas besoin de demander parce qu'ils sont tellement fins dans ce qui se joue qu'il y a pas forcément besoin, mais parfois, enfin voilà, c'est vraiment c'est triangulaire, exactement. Et ben moi c'est ce que je vais ressentir avec mes patients, c'est-à-dire que par exemple si quelqu'un est en train de me parler et je ressens une tension au niveau cervical et tout ça, je me dis ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que je ressens une tension du patient. Et c'est en questionnant ce que je ressens pendant la séance que je sais que je suis au travail. Je sais que c'est en train de travailler. Et ça m'arrive de le dire au patient, de dire je ressens là une tension. Souvent le patient me dit oui, bah moi aussi en fait. Voilà. Hein. Alors, c'est pas de la magie. Hein. C'est de la synchronisation. C'est le travail du transfert, du transfert commutuel qui est en train de se passer entre le thérapeute, qui soit orthophoniste ou autre, et puis le patient. Et ça, c'est avec ça qu'après on peut écrire. Ça, c'est ta façon de travailler. Je trouve ça très pertinent. Ouais. Mais par contre, comment tu fais après quand la personne part? Et si t'as mal, ça part tout seul? C'est fait comme le cheval, tu vas... Comment alors, ça se passe? Ça m'interroge vachement. Ça, c'est vraiment la vie du thérapeute. Par exemple, les rêves. Et ça, c'est Ferenczi, il en a beaucoup parlé, psychanalyste de l'époque de Freud. Et Ferenczi, il lui arrivait de rêver suite à une séance. Et
ça l'avait amené à se questionner sur la posture du psychanalyste en séance lorsque le psychanalyste reste un peu stoïque, c'est-à-dire un peu détaché, en distance de ce qu'est en train de dire le patient. Ce que dit le patient est quelque chose de très fort, mais le patient, si le psychanalyste reste détaché, le patient va avoir du mal à éprouver au niveau émotionnel ce qu'il est en train de dire. Donc le patient va rester au niveau du langage, sans éprouver ce qu'il doit éprouver dans ce moment-là. Si un patient, par exemple, est en train de vous raconter un événement traumatique ou quelque chose qui l'a choqué, si vous, en face, vous restez comme ça stoïque, alors ça passe. Ça passe, puis il parle d'autre chose. Et il a raté l'occasion d'éprouver quelque chose de cet épisode, qu'à l'époque, il n'avait pas pu éprouver. Vous voyez ? Et donc Ferenczi s'est dit, il faut que je me laisse éprouver ce que j'éprouve en vrai pendant la séance. Et donc il s'est mis, sans non plus déborder, mais il s'est mis à se laisser éprouver et montrer qu'il éprouvait quelque chose. Et à ce moment-là, les patients ont pu dépasser les événements traumatiques parce que tout d'un coup, ils voyaient chez le thérapeute une réaction. Ça leur faisait prendre conscience que ce qu'ils étaient en train de dire était choquant et qu'ils auraient dû à l'époque ressentir ce choc. Et du coup, ils peuvent le ressentir dans le présent. C'est pour sortir du déni un peu, comme par exemple, si à la base tu es dans un déni par rapport à un choc que tu as eu et que tu le racontes, tu te rends compte en fait que c'était important. Alors le déni, ou alors on peut dire que c'est l'effet du traumatisme, c'est-à-dire qu'au moment où vous vivez un trauma, il y a comme un trou qui se crée et vous ne retenez du trauma que des éléments, certains éléments disparates. Donc qu'on peut appeler des signifiants. Par exemple, quelqu'un qui aurait vécu une violence terrible, si c'était dans une pièce où il y avait une lampe jaune, il peut garder du traumatisme de cet épisode-là, ou juste lampe, ou juste jaune, et ça va le poursuivre dans sa vie à chaque fois qu'il y aura quelque chose de jaune, une lampe, ou ça va lui donner une sorte de peut-être d'effet, de dégoût, de malaise, mais il saura pas le rapprocher de ce qu'il a vécu à l'époque. Ça, il faut qu'il fasse une thérapie. Il faut qu'il ancre dans le corps, non, pour que le corps accepte la chose, qu'il le ressente dans son corps, parce que s'il reste extérieur avec plein d'éléments, en fait, le trauma, il peut pas se. Alors là, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Il y a plein de choses. Ça me fait penser au phénomène de désincorporation, c'est-à-dire que tu as beaucoup de patients, en orthophonie aussi, qui vont vous dire moi, là vous êtes en train de me parler, ça c'est le rêve, hein, s'ils arrivent à le dire. Vous êtes en train de me parler, mais vous me parlez, mais moi je vais au travers de vous, en fait, je vous écoute pas. Ça c'est génial s'ils peuvent le dire. Ça nous arrive à tous. Quelqu'un est en train de parler, et puis vous êtes complètement ailleurs, et puis vous en avez rien à faire. Pourquoi ? Ou alors, vous parlez à quelqu'un, puis vous voyez, moi j'ai plein de patients comme ça, je sens qu'il faut que j'arrête de parler en fait. C'est quelqu'un qui est pas au stade où il peut supporter que je parle. C'est pas encore le moment, il est pas mûr, quoi. Ça, c'est une tendance de l'humain à s'extraire de lui-même et à vivre en parallèle. Et on le fait tous. De la dépersonnalisation. Dissociation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est une des conséquences d'un traumatisme. Tout à fait. L'idée étant de se réincorporer, mais pour se réincorporer, il faut qu'il y ait de la place. Or, s'il y a eu un agresseur, c'est souvent lui qui occupe la place. Vous avez incorporé l'agresseur. Toute la question, ça va être ensuite le désincorporer. Et c'est pas une mince affaire. Parce que vous vivez avec ça, vous avez pris l'habitude de vivre en étant occupé par l'autre, et donc vous avez l'impression après de vivre une vie, mais c'est pas la vôtre. Bon, là on s'éloigne un peu, mais ce que je veux dire, c'est que ces mécanismes-là se retrouvent dans l'orthophonie. Pourquoi les enfants, alors qu'ils sont normalement exposés au langage, oral et écrit, n'arrivent pas à lire, à écrire ou à parler ? Ils passent 8 heures par jour à l'école, comme tout le monde. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à lire ? Alors Serge Boimard disait ces enfants qui sont empêchés de penser. Alors pourquoi ils sont empêchés de penser ? Ça, c'est des questions que les orthophonistes se posent. Aussi, quand vous avez un patient qui vous raconte son accident, est-ce que vous devez rester stoïque, détaché et ne pas montrer vos émotions, ou est-ce que vous devez laisser l'émotion qui te met à pleurer parfois ? Ça, c'est une question qu'on a abordée en groupe de travail avec des orthophonistes. Ça fait écho à ce que... Ouais, ça fait écho parce que je me souviens qu'au début de ma pratique, ça fait 5 ans que je pratique maintenant. C'est vrai qu'au début de ma pratique, j'avais un peu
parce qu'on m'avait répété ça pendant mes études aussi, hein, de mettre un masque, voilà, que ça ne m'appartenait pas, et oui, ça ne m'appartient pas, mais c'est vrai que j'avais un peu cette tendance à me reculer, en fait. C'est vraiment ce truc de je me recule des situations, et en fait, plus j'évolue, plus j'affine ma pratique, et en fait, plus je me laisse la possibilité d'être dans ces intuitions, et ces émotions, hein. Enfin, ça m'arrive d'avoir des fortes émotions, souvent avec des parents d'enfants, parce que je suis maman, donc forcément, s'il y a un écho, enfin voilà, c'est normal. Mais c'est plus ces intuitions auxquelles je fais très très attention maintenant. Je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai une petite fascination pour la mythologie grecque. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est maintenant. Et donc j'ai souvent en séance des personnages qui arrivent. Ça, quand je suis avec un client, et je me dis, pourquoi ce personnage-là, ils ont tous une histoire particulière en plus, hein, et j'étais avec une jeune femme que je suis depuis un moment, et j'arrêtais pas d'avoir Médusa qui me revenait. Médusa, je me disais, mais mince, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Médusa, mais elle est le symbole de... Tu peux la raconter un petit peu parce que peut-être que tout le monde Ah la oui. connaît pas. Alors l'histoire de Médusa, ça commence avec l'histoire de Poséidon et Athéna qui se font la guerre depuis toujours. Voilà, des histoires d'ego, hein, entre deux dieux, où en fait Poséidon a violé Médusa dans un des temples d'Athéna. Et en fait, Athéna, pour se venger de ça, a transformé Médusa en ce qu'elle est, donc le personnage, vous savez, avec les serpents serpents sur la tête. qui figent les hommes. Et donc, elle est le symbole du viol dans notre société. Il y a beaucoup de femmes qui se font tatouer Médusa comme symbole de force et de puissance, pour un peu accepter le traumatisme et passer à autre chose. Enfin voilà, il y a tout un rituel. Enfin bref. Et donc j'étais avec cette jeune femme que je suis depuis un moment, et puis voilà, Médusa. Je me disais, mais mince, je peux pas lui dire, ah, ça vous parle Médusa? Enfin, C'est pas du viol. Voilà, c'était pas du tout la thématique en plus. Enfin bon, je ne dis rien. Je me dis, voilà, bon, ne dis rien, ça n'a pas trop d'intérêt tout de suite. Et puis la séance qui suit, elle revient en me disant, bah voilà, j'ai une remontée de souvenirs qui était très en lien avec Médusa. Et donc je lui fais part de cette histoire de Médusa. C'est quelqu'un qui aime dessiner, donc je lui dis, j'aimerais que vous puissiez dessiner Médusa comme vous pourriez la représenter, et du coup amener aussi un travail en dehors de la séance, pour que le travail continue en fait entre les séances. Je pense que voilà, il y a cet objectif là pour tout le monde, que ça continue, et donc c'est l'histoire d'intuition, de sensations corporelles. Enfin, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, même quand on est là, hein, entre nous. Des fois des douleurs qui nous appartiennent pas, c'est important de tellement bien se connaître, de se dire, ok, ça c'est pas à moi, qu'est-ce que j'en fais, comment je le questionne avec mes clients. Enfin, voilà. Ça m'a fait penser à ça. Moi, je rebondis sur ce que tu dis au sujet du travail qui continue en dehors des séances. Alors moi, je travaille depuis plus de 20 ans, et ce que j'observe, c'est que à partir du moment où on rencontre l'autre, il y a un troisième élément qui apparaît, qui est le travail. Et c'est comme une sorte de... Je sais pas comment le représenter. Une troisième personne. Non, c'est un espèce de machin, un phénomène. C'est un phénomène. Et il y a la séance, le temps de séance. Alors le phénomène, il est là, ou comme ça, comme s'il vibrait, ou je sais pas. Et puis ensuite, le patient s'en va, et le phénomène, il est toujours là. Je dis pas qu'il est là en moi, je dis qu'il est là. Et il y a presque autant, voire plus de travail qui se fait en dehors des séances que pendant la séance, ou alors c'est un autre travail. Mais ça veut dire que ça marine en eux, ça infuse, ça mijote. Je me suis rendu compte que moi, j'étais pas obligée de donner du travail à faire en dehors. Ça dépend des situations. Qu'il y a un objectif. Ouais, en fait, je dirais même d'une façon choquante, il n'y a pas d'objectif thérapeutique, parce que ça, c'est pour moi, c'est le début de l'enfer pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que vous faites votre bilan, c'est-à-dire vous rencontrez la personne, vous êtes censé le bilanter direct, donc vous passez 1 heure à le bilanter, voilà, pour connaître tous ces critères, enfin tous les éléments de son trouble. Je sais pas, par exemple, au niveau du lexique, au niveau de la syntaxe, voilà. Et puis à partir de là, vous devez construire des lignes de base thérapeutiques. Alors, vous devez dire, bah en lexique, il en a qu'à tel niveau, mais moi je veux que dans tel temps de séance, il en soit à tel niveau. Et ensuite, vous avez du matériel orthophonique avec des boîtes de jeux qui sont faites exprès pour travailler tel aspect. Par exemple,
les prépositions dessus, dessous, derrière, devant, ou avant, après, etc. Et puis ensuite, vous le réévaluez régulièrement pour voir s'il a progressé dans ce que vous voudriez, là où vous voudriez qu'il progresse. Donc là, on est dans le niveau technique. Mais faut bien s'entendre. On peut garder cet élément de technicité et travailler en même temps à un autre niveau. Par exemple, moi souvent, je me dis, le jeu que va choisir l'enfant, c'est son désir à lui. Et donc, dans ce jeu-là, même si c'est pas un jeu orthophonique, forcément, il va y avoir son problème qui va se présenter. C'est-à-dire, imaginons qu'il joue avec le micro qu'on a là posé devant nous, le micro, la nappe, la table. Vous savez, c'est les fameux enfants, ils préfèrent jouer avec le carton d'emballage. Et donc, il joue avec quelque chose et puis il va vous dire, là, le micro. Et vous dites, oui, le micro, il est sur la table. Puis voilà, ça arrive, il dit oui, sur la table. Ben voilà, il y a le sur. Il n'y avait pas besoin de sortir une activité pour le piéger, pour l'amener à dire aujourd'hui sur. Parce que qu'est-ce qui vous dit qu'il est prêt aujourd'hui à travailler sur? Comment on peut savoir à sa place? Et est-ce que le langage, c'est pas une question de désir? C'est-à-dire qu'il faut être prêt, il faut vouloir, il faut avoir envie, il faut avoir besoin. Donc il faut que ça tombe au bon moment et donc ça va se faire dans la relation. Voilà. Donc le phénomène, c'est que je donne pas forcément du travail, et encore ça dépend, aux patients, mais souvent je peux dire par exemple, bon, on s'arrête là et on va se regarder en souriant en disant, la semaine va vous proposer travaux pratiques. Ça va être travaux pratiques. Parce que vous savez bien que les problématiques sont toujours dans la répétition. Hein, c'est la répétition du même. Hein, c'est toujours le même qui se présente. On est dans l'idée des fantômes, de la crypte. C'est toujours le même qui se présente. Et c'est une chance. C'est une chance. C'est-à-dire que c'est l'occasion de jouer les choses autrement. Puis surtout, si on a fait attention à, par exemple, si on garde l'exemple du sur, Ouais. c'est quelque chose qui a été présent. Donc, en fait, toute la semaine, Ouais. il va vachement plus entendre les sur, alors qu'ils sont sur, il va entendre tous les sur la Le table. sur existe. Le sur existe. Avant, Ouais. il existait peut-être pas. Non. Mais c'est comme ça que ça Ouais. doit travailler. Avant, il y avait surdité. Hein, on peut se dire, bah ouais, pourquoi est-ce que, par exemple, une fois que vous prenez conscience de quelque chose et que vous marchez dans la rue, vous en voyez plein. Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que la réalité, elle est toujours la même, mais c'est bien votre point de vue à vous qui s'est modifié. Et il y a eu des œillères, hein, il y a des œillères qui sont un peu ouvertes, quoi. Donc, moi, je vois les patients revenir, il s'est passé quelque chose, le phénomène a évolué, ça change. Et puis, quand on se voit pas pendant les vacances, on voit bien le patient arrive et pareil, il se radine avec son phénomène. Et puis nous, quand on a fini notre journée, il y a tous ces phénomènes. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, c'est Puisque ça la le cheval, question. on se disait, tiens, il décharge immédiatement. Dolto, elle, au début, elle courait. Elle allait marcher très très vite. Elle faisait les tours de pâté de maison des hôpitaux dans lesquels elle travaillait. Après, elle s'est mise à écouter de la musique. Et ça, on peut en parler. C'est-à-dire, quelle est la vie quotidienne d'un thérapeute, quel qu'il soit? Comment il se décharge? Comment il travaille cette matière, tous ces phénomènes, tous ces petits, cette bibliothèque de phénomènes, hein, qui le suit en Oui, fait, puis avec qui peut être lequel lourde de temps en temps, très lourde, très c'est pesante. c'est même pas de temps en temps, c'est très lourd. J'ai Mais essayé encore d'être une un peu. fois, Alice Miller, qui a écrit Le drame de l'enfant doué, va vous dire, vous n'êtes pas devenu thérapeute pour rien, vous l'êtes depuis que vous êtes petit. Donc de toute façon, ces phénomènes-là, c'était ceux de vos parents avant. Maintenant, c'est ceux de vos parents plus ceux de tous vos patients. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, Giono, par exemple, il écrit dans Noé que ces personnages traversent les murs, s'asseyent à son bureau et lui demandent des comptes. Dis donc, dans le roman précédent, tu m'as fait mourir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il réclame des comptes. Et Giono est en dialogue avec ses personnages pour savoir ce qu'il va en faire et pourquoi il se justifie. Donc nous, nos patients, j'ai écrit un texte comme ça, les patients qui sont dans ma chambre, devant mon bureau, sur mon lit, et ils me regardent et ils attendent. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été créés dans ta réalité de thérapeute, ils existent. Ils existent même en l'absence du patient. Qu'est-ce qu'on en fait? D'où l'importance,
et là je prêche vraiment pour tout le travail que je fais en ce moment où j'écris sur la supervision, d'où pour moi c'est essentiel d'avoir ce temps de supervision. Ça peut être de l'intervision, c'est-à-dire par exemple vous êtes orthophoniste, vous trouvez 1 ou 2 copines orthophonistes, vous vous réunissez, c'est ce qu'on fait nous 1 fois par mois et on parle de sa pratique. Rien que ça change tout. Et on voit de mois en mois, on se donne rendez-vous et là, il y a des choses incroyables qui se passent et on peut en rendre compte. Ah, ça y est, avec tel patient, j'ai réussi à pouvoir dire telle chose que j'osais pas dire. Du coup, ça s'est arrêté ça va mieux. D'ailleurs, le patient lui-même voulait arrêter, mais il n'osait pas me le dire. Il y a quand même des choses. Oui, ça Voilà. permet ce lien entre justement les thérapeutes ou là, en l'occurrence, les orthophonistes, permet aussi de comme on a dit tout à l'heure, décharger. Ce Alors, lien permet de décharger et aussi de comprendre. prendre de la hauteur sur les situations qu'on vit avec nos clients aussi. Oui. Parce que moi, je sais que je peux avoir tendance, quand je suis avec mon client, de me dire, OK, c'est ça. Je ferme mon petit chemin et je me dis, OK, il faut que j'aille sur cette thématique-là avec mon client, que je tire cette petite ficelle. Moi, je vois mes clients avec plein de pelotes de laine, avec des petites ficelles à tirer, et puis je me focalise sur une ficelle, puis sur une autre, et puis on déroule le truc. Et puis, en fait, parfois, on se rend compte que ça marche pas. En fait, en tout cas, on a l'impression que ça n'avance pas, que ça bouge pas. Et de faire des supervisions, des intervisions, ça va vraiment on se met au-dessus de la relation et on se voit pratiquer parce qu'on explique ce qu'on fait et comment on le fait, etc. Et se dire, OK, Une finalement. supervision, exactement, c'est quand quelqu'un supervise son travail, du coup, que tu demandes à un collègue qui fait la même chose ou un suivi thérapeutique. Moi, je fais pas mal d'intervisions avec des personnes qui font de l'équithérapie ou j'ai 2 groupes d'intervision, des copines de fac qui sont psy mais qui sont thématiques différentes et un groupe d'intervision spécifique équithérapie où là justement moi j'ai souvent nous on aime bien faire par thématique et donc on amène un client et puis voilà on leur dit moi je fais ça avec mon client, il a tel type de profil et puis j'ai l'impression que ça je sais pas ça n'avance pas ou moi je me focalise sur je sais pas une problématique avec le père ou une problématique avec la mère et puis il y a un tel qui me dit mais attends t'as vu la relation avec le frère, est-ce que t'as questionné ça et puis qu'est-ce que ça te fait? Je vous donne un exemple. Je travaillais avec une jeune adolescente qui est victime de harcèlement, tentative de suicide. Enfin voilà, pas cool. Et c'était une époque où je pensais détester les ados. Enfin en tout cas, je voulais pas travailler avec les ados. Je n'aimais pas du tout. Enfin j'ai l'impression de pas se comprendre. Enfin voilà, non. Et donc elle arrive cette ado et puis j'entends la demande des parents, la demande de cette jeune fille et je me dis bon ok on y va mais je sentais que voilà je ramais parce que j'étais aussi entre une posture de thérapeute d'enfant, une thérapeute d'adulte que je suis, mais j'étais pas une thérapeute d'ado. J'arrivais pas à trouver ce compromis là et donc j'avançais pas et donc je me retrouve en interview avec mes copines et puis je leur dis mais je comprends pas. J'arrive pas. Vraiment je me sens posture enfant, posture adulte comme ça dans la séance et puis je switchais, j'arrivais pas. Et puis j'ai une des psys qui me répond mais c'est quoi l'adolescence pour toi? Ce que j'allais dire. Bah oui. Qu'est-ce que c'est pour toi? Parce qu'en fait, c'est pas ton client qui va pas bien, enfin qui t'empêche dans ton truc. C'est pas tes outils. Qu'est-ce que toi, ça te fait l'adolescence? Et donc en fait, on a travaillé sur ma relation à l'adolescence et en fait, ça a tout débloqué quoi. Et ça m'a permis en même temps, enfin elles m'ont donné aussi d'autres pistes de travail avec cette personne en disant voilà, moi j'interrogerais plus ce versant-là, où j'irais plus sur tel type de problématique, mais qu'est-ce que ça te fait à l'adolescence? Donc il y a l'intervision, c'est-à-dire c'est avec des collègues qui font le même métier, où il y a la supervision. Donc moi j'ai une superviseuse, c'est une psychiatre qui a presque 80 ans, qui est psychanalyste et qui a donc de la bouteille. Et c'est au nom de cette bouteille, de cette expérience, qu'elle peut effectivement m'aider à mettre en lumière mes problématiques qui sont les miennes, en fait. Et oui. Et on est au travail avec nos patients et c'est important d'en avoir conscience. C'est ça. Alors que en école d'orthophonie, on dit aux orthophonistes de prendre de la distance. Donc le patient est le patient, hein, ça vient de patior en latin, souffrir. C'est un objet qui souffre, hein, et puis on va lui imposer des activités parce que nous on sait où on veut l'emmener. Parce qu'on suppose que quand il aura plus de vocabulaire, il sera mieux, ça ira mieux dans sa vie. Je ridiculise un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous considérez l'autre comme un autre, c'est-à-dire comme un sujet, vous êtes plus du tout dans la même logique. Et c'est l'autre qui construit sa séance. Donc, par exemple, moi, mon cabinet, il est assez lissé, c'est-à-dire que vous verrez pas de boîte de jeu qui dépasse il faut ouvrir les placards, il faut tirer, il faut tirer les tiroirs. Donc, déjà, je vois si l'enfant, il est figé sur sa chaise. Il faut l'inviter vraiment
à aller vers l'espace, s'il occupe l'espace, ou s'il occupe directement l'espace, ce qu'il va choisir. Je lui dis jamais de ranger les boîtes de jeux, je le laisse cumuler le désordre, parce que pour un enfant, quand il passe d'un jeu à l'autre, c'est comme pour un adulte quand on passe d'une idée à l'autre. C'est une association. Donc j'ai besoin de voir son trajet. C'est un petit message, un petit clin d'œil aux parents qui rangent tous les jouets, ou qui obligent les enfants à ranger leurs jouets. Ça me fait rire parce que j'étais en Voilà. train de me dire, mais mon truc de pensée, parce que moi je fais 1000 choses à la fois. Et donc le thérapeute travaille avec lui-même d'abord. Et on en revient à qu'est-ce que la vie d'un thérapeute. Donc Voilà. de quoi est fait la vie du thérapeute? C'est-à-dire quand on est thérapeute, orthophoniste ou autre, comment survivre? Comment survivre et comment vivre avec tous les phénomènes qui se développent dans la rencontre. Moi, quand je vous parle de ma patientèle, je suis entre 40 et 50 patients par semaine. Donc j'ai 40 à 50 phénomènes. T'en as combien, toi, par semaine? Une vingtaine. Ça Donc fait beaucoup de personnes, quand même. ouais, ça fait Ouais. beaucoup de travail. Surtout Ouais. quand on enchaîne les séances. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'aime bien enchaîner, parce que si j'ai trop de temps entre les séances, j'ai l'impression de me faire absorber par la personne qui vient de partir ou la personne qui arrive. Donc j'ai besoin que justement je reste dans ma dynamique de ok, je suis avec ma Comme si fille. une chassait l'autre, en fait. Ouais, dans un petit un peu sens. un petit peu ce truc. Mais c'est ma façon de Oui, bien fonctionner. Il y a plein d'autres façons de faire, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de couper. Alors moi, j'ai des chansons, moi. J'ai période chansons, et là en ce moment c'est libéré délivré, donc tous les soirs en partant, on met la musique à fond dans la voiture, libéré délivré, puis je chante à fond, et puis vraiment je sens que ça me fait du bien. Et puis pareil, j'ai des petits rituels quand j'arrive, je prends mon petit café, je mets mon petit bâton Palo Santo, tac tac, j'ouvre les fenêtres, enfin bon, je fais tout mon petit machin, et c'est vrai que ça, je pense que quand on arrive vraiment à se connaître, à prendre conscience de nos limites aussi, je trouve que c'est important en tant que thérapeute de vraiment prendre conscience d'où on peut aller, et d'où vraiment en fait ça va au-delà de nos compétences ou de ce qu'on est capable d'accepter. Moi par exemple les gros traumas, c'est pas ce qui m'attire, et puis je suis pas particulièrement bien formée au trauma, donc en fait ça vient pas à moi parce que c'est pas ce que j'ai envie d'attirer, et je sais que c'est mes limites aussi. Et c'est important, je trouve, voilà, en tant que thérapeute, de savoir où on va, où est-ce qu'on a envie d'aller, et et d'accepter aussi que les clients sont responsables. Ça, c'est très important pour moi, la responsabilisation, qu'on n'est pas des sauveurs, loin de là, et que la thérapie, ce n'est pas magique, qu'il faut être motivé pour que ça change, et qu'on va pas faire le travail à leur place, quoi. On est vraiment là pour les accompagner, les guider. Moi, j'imagine vraiment le Sherpa en montagne, quoi, qui potentiellement va amener un petit peu d'oxygène, mais il va pas porter votre sac, il va pas vous porter. Et puis si vous dit moi j'arrête là parce que c'est pas mes compétences, bah il va s'arrêter là, puis il va envoyer un autre Sherpa, quoi. Vraiment cette métaphore là qui est très très parlante, je trouve. Alors pour moi, le Sherpa, ça parle pas du tout. Ah ouais, Parce que non, mais je te dis le guide de par montagne, rapport non, mais ça me parle pas parce que ça part du principe que le Sherpa est devant. Et je me sens pas sentinelle, c'est-à-dire que moi je serais plutôt un pas derrière. Et un pas derrière, et quand le patient se retourne et me regarde, je je fais oui, mais du genre oui, ça fait peur, moi aussi j'ai peur. Et mais bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et je donne pas de conseils, et je sais pas à la place de l'autre. La posture du non sachant est primordiale, quoi. Et du coup, je pense que tous ces doutes-là, toutes ces questions restent vivantes, donc angoissantes. C'est en tout cas essentiel pour moi, cette supervision que je fais de mon côté toutes les semaines, pour me rassurer dans l'idée que si je sens que je sais pas, c'est que c'est ça. Voilà. Il y a plein de pièges, sans arrêt. Il y a plein de pièges. Il y a beaucoup de sirènes qui chantent, et ça peut faire croire qu'on a compris quelque chose, ou ça peut faire croire que c'était ça. Et en fait, tout à l'heure tu disais il y a pas de magie. Bah, il y a peut-être pas de magie, mais il y a beaucoup de mystère. Pourquoi à un moment donné on parle d'un patient qui est absent. Moi, ça m'est arrivé en synthèse quand j'étais salariée dans un centre médico-psychologique. On parle d'un patient qui est absent, mais qui est absent depuis des semaines et des semaines. Et tout le monde en parle, et en même temps se regarde tous en souriant parce qu'on sait ce qui va se passer. Systématiquement, la semaine suivante, le patient vient.
Mmh. Donc, évidemment, c'est pas de la magie, mais C'est enfin, l'intention, l'énergie, tout à l'heure, je parlais de phénomène. Vous les nommez différemment, mais ça Ouais, veut c'est dire un peu ça. la même Ouais, chose. je pense. Ouais, bah oui, oui. C'est à questionner. Mmh. Voilà. Pourquoi le patient vient pas? Pourquoi il vient? Ah oui. Je Euh, questionne en thérapie. Mmh. Et je rebondis parce que je parlais avec un hypnothérapeute il y a pas très longtemps, qui commence à utiliser des objets parce que j'utilise énormément d'objets, tout type d'objets, peu importe ce que j'ai sous la main, quoi. Et puis je lui disais que j'adorais les post-it. J'aime la métaphore du post-it qui peut s'accrocher, qui peut tomber. Enfin, j'aime le post-it. Bon, bah, voilà. Et il me dit bah oui, mais imagine tu fais un truc avec des post-it avec les parents sur un mur et puis hop la mère elle tombe. Je dis mais c'est génial. Bah questionne. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre mère tomber par terre comme ça? Bah oui. Et en fait, c'est cette magie ou non, mais en tout cas l'intention qu'on va mettre dans nos clients pour que ça bouge, que ça avance. Et c'est vrai qu'avec le cheval, c'est ça toutes les séances quoi. Il y a cette magie, que je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas magique, mais il y a cette magie insouciante qui se passe et on se dit mais waouh. Et l'imprévisibilité, parce que le Ah bah cheval, oui, c'est finalement, ça, tu complètement peux pas. imprévisible. Alors là, pour le coup, complètement imprévisible, mais c'est tellement juste, tellement pertinent à chaque fois. Enfin, et c'est toute l'intention qu'on met aussi en tant que thérapeute pour nos clients. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est pas ce que je veux rien pour mes clients. En tout cas, je veux qu'ils arrivent là où ils ont envie eux d'aller quoi. Et toute l'intention qu'on met, c'est important. C'est intéressant d'avoir votre point de vue aussi en tant que thérapeute sur votre vie, sur comment est-ce que vous vivez, le off, on va l'appeler Mmh, comme ça, l'autre côté en fait de la thérapie. mmh. Je voulais juste savoir, parce que justement, c'est comment on fait sur le off de thérapeute après. Et je voulais savoir si toi, personnellement, tu te servais de tes chevaux aussi pour toi, travailler comme une espèce de intervision avec tes collègues de travail qui sont les chevaux finalement. Oui, on fait de la supervision plusieurs fois par semaine. Bah oui, enfin c'est des chevaux que je travaille régulièrement. J'accueille quand même des personnes en situation de handicap. Allez, 50% du temps, donc faut aussi que ce soit des chevaux qui soient habitués, que ce soit au fauteuil, au cri, ou à toute autre chose. Donc il faut quand même que ce soit des chevaux qui sont bien dans leur tête, dans leurs sabots, et des chevaux qui me font confiance. L'objectif, c'est que je sois un peu leur référent, que en tout cas, s'il se passe quelque chose en séance, je sais, si un de mes chevaux a peur, je sais qu'il viendra à moi tout de suite et je sais qu'il mettra pas mon client en danger et ça c'est hyper, 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 hyper important parce que sinon je suis pas tranquille. Au début, je travaillais pas du tout en liberté parce que j'avais peur en fait qu'il se passe quelque chose avec mes clients et parce que ça reste des bêtes assez conséquentes et que ça peut faire mal et voilà. Et donc j'étais souvent voilà, je tenais le cheval, j'étais sécurité plus 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 et puis en fait, j'ai appris à les connaître, à leur faire vraiment pleinement confiance et à faire confiance aussi aux gens. Alors évidemment, je leur donne les règles de sécurité un peu classiques, mais voilà, je continue quand même régulièrement à travailler avec eux, à faire de la communication animale pour être certaine que c'est OK aussi pour eux de faire ça. Parce qu'il y a des chevaux pour qui c'est pas du tout OK et qui me le font savoir, clairement. Et ils sont aussi enfin, c'est important que j'ai une belle relation avec eux parce qu'ils sont vraiment un indicateur aussi pendant les séances de ma posture, parce que j'ai une tendance à être en énergie très haute, moi. Je vais très vite, je parle vite, tac, 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 je parle avec les mains. Enfin, voilà, je suis assez énergique. Et je suis aussi souvent avec des gens qui sont très, 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 très bas en énergie. Moi, ça me coûte de descendre, comme ça peut coûter à quelqu'un très bas de monter. Et, et souvent, les chevaux me le rappellent, genre, Eh, tu nous saoules là, enfin voilà, tu parles trop, tu t'agites, enfin ils me le montrent bien quoi. C'est soit ils viennent mordre mon manteau, un petit coup de tête, petit coup de fesse vers moi, genre c'est bon, détends-toi, ça va bien se passer quoi. Mais c'est fait avec bienveillance et avec humour parfois aussi. Enfin, il se passe des choses assez marrantes en séance parfois. Voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot pour la fin, quelque chose que vous avez envie de rajouter? Vous avez déjà tout dit. Non, moi, je pensais beaucoup à la vie du thérapeute en dehors de son travail. Moi, j'ai pas de limite à ça, c'est-à-dire que mon travail, c'est ma vie c'est mon travail. Alors pas dans l'idée que j'ai pas de vie en dehors de mon travail, mais dans l'idée que mon travail s'enracine dans qui je suis et qui je suis s'enracine dans mon travail. Et donc Heu, de savoir comment, garantir un minimum de présence quand on est face à l'autre, quand on est thérapeute, face à son patient, nous oblige thérapeute à sans arrêt, chercher des sources
en fait, de nourriture, d'inspiration, d'équilibre. Donc, je reprends, il y a l'analyse personnelle, il y a la supervision ou l'intervision, il y a le recours à l'écriture, il y a tout ce qui est le sport et même la thérapie corporelle pour nous-mêmes, hein, parce que ça permet d'ancrer, de s'ancrer dans le sol, dans le présent. C'est très très important. Moi, je sais que je travaille beaucoup au niveau des jambes pour sentir que je suis bien là. Parce que à force d'être dans quelque chose qui serait peut-être un peu intellectuel, ça chauffe beaucoup du haut et il faut réancrer dans le sol. C'est très très important. Et il faut pouvoir arrêter aussi, c'est-à-dire des temps de pause pour que tous les phénomènes se calment. Il y a un ralentissement pendant les vacances, voilà, les temps de vacances, les temps de pause. Tu peux me dire un petit mot de la fin, Julie? J'ai apprécié ce moment avec vous trois déjà. Ouais, le mot de la fin, ce serait, je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui s'empêchent de travailler sur eux parce que ça peut faire peur aussi. J'entends, je comprends. Mais ce qu'on disait un peu tout à l'heure en off, c'est que de faire le premier pas, de prendre rendez-vous, c'est déjà un énorme pas. C'est vraiment le début de quelque chose qui est plus grand que soi presque, qui va venir voilà, nous dépasser et d'avancer, de progresser, de s'illuminer à l'intérieur, enfin, peu importe comment on veut appeler ça. Et il y a plein de choses qui existent maintenant. C'est trop bien, c'est tant mieux. Et ne vous empêchez pas d'essayer plein de choses, plein de façons de faire, parce que chaque thérapeute est unique, peu importe la pratique qu'il a. On est tous uniques, on a tous notre façon de faire. Et donc ne vous empêchez pas de chercher, pouvoir trouver la meilleure personne pour vous accompagner. Merci. Merci, c'était super de vous avoir et on conclut ce mois de psychologie avec vous. C'était très enrichissant. Qu'est-ce que t'en penses, Angélique? On a appris plein de choses, non? On a appris plein de choses. C'était enrichissant, intense, et puis beau mot de la fin parce que j'espère que du coup les gens qui nous écoutent, ça leur donnera des idées, envies d'ouvrir des portes. Ouais, des idées, des envies, et qui trouveront le thérapeute qui leur correspond. La manière de faire. Tout pour leur bien. Mais merci, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Le sexe. Spoiler. Spoiler alert. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.